Notre fille a été échangée à la naissance, et en cherchant à la connaître, nous avons découvert quelque chose d'encore pire. Notre fille, Sophie, avait besoin d'une prise de sang de routine avant une petite intervention chirurgicale à l'âge de 10 ans. Le médecin nous a appelés à son bureau et nous a dit qu'il y avait un problème avec les résultats. Son groupe sanguin était O négatif, or mon mari et moi sommes tous deux A positifs, ce qui, selon lui, était génétiquement impossible. Nous avons fait un test ADN et Sophie n'était biologiquement liée à aucun de nous. L'hôpital a admis qu'il devait y avoir eu un échange et nous a donné les coordonnées de l'autre famille. Le nom de notre fille biologique était Anna. Cette nuit-là, j'ai regardé Sophie dormir et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer parce que je l'aimais tout autant qu'avant. Mon mari et moi avons décidé de ne rien lui dire pour le moment, car nous ne voulions pas l'effrayer. Nous devions retrouver Anna. J'ai appelé l'autre famille et une femme a répondu. « Bonjour, je crois qu'il y a eu une terrible erreur à l'hôpital où nos filles sont nées. » Ai-je dit. Il y a eu un long silence. « Nous avons besoin de temps pour digérer ça, » a-t-elle finalement dit. « Je vous rappelle. » Une semaine s'est écoulée sans rappel. Je n'arrêtais pas d'imaginer les deux filles dans nos vies, les visualisant devenir meilleures amies et célébrer leurs anniversaires ensemble. Je n'essayais pas de remplacer Sophie, ni de prendre Anna à sa famille. Je voulais juste connaître ma fille biologique. J'ai rappelé. Je sais que c'est bouleversant, mais nous voulons juste rencontrer Anna. Nous pouvons régler tout le reste ensemble. Elle a soupiré. Nous réfléchissons toujours à la manière de gérer cela. Nous avons besoin de plus de temps. J'ai demandé ce qu'il y avait à réfléchir, puisqu'Anna était ma fille. Elle a dit que c'était compliqué. 2 autres semaines se sont écoulées, et j'appelais tous les quelques jours. Ce n'est pas le bon moment, disait-elle sans cesse. Nous avons des problèmes familiaux à gérer, et Anna traverse beaucoup de choses en ce moment. J'ai demandé si Anna allait bien. Je ne peux pas donner de détails maintenant, mais nous vous contacterons quand les choses se seront calmées. Sophie m'a demandé un matin pourquoi j'avais l'air triste, et je lui ai dit que tout allait bien. Mon mari m'a arraché le téléphone un jour où j'étais en larmes. « Écoutez, nous avons le droit de connaître notre fille, et nous n'allons pas attendre éternellement, » a-t-il dit fermement. Elle est devenue défensive. Vous devez penser à ce qui est le mieux pour Anna, et pas seulement à vous. C'est compliqué et vous rendez les choses plus difficiles. J'ai repris le téléphone. S'il vous plaît, nous avons déjà perdu 10 ans de sa vie. Elle a dit que ce n'était pas le bon moment et a raccroché. Sophie m'a demandé pourquoi je pleurais encore. Je l'ai serré fort dans mes bras et lui ai dit que je l'aimais plus que tout. Un autre mois s'est écoulé, rythmé par des emails et des SMS les suppliant de reconsidérer la situation. J'ai laissé un message vocal disant que nous irions chez eux, qu'ils le veuillent ou non. Elle a répondu par SMS en disant « D'accord. » Ils nous rencontreraient dans un restaurant, mais devaient nous parler seuls d'abord. J'ai demandé à ma sœur de garder Sophie. Nous sommes arrivés au restaurant, et l'autre couple était déjà assis à une table au fond. Les yeux de la femme étaient en rouges et gonflés, et l'homme avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Nous nous sommes assis et j'ai immédiatement dit « Où est Anna? Quand pouvons-nous la rencontrer ?» La femme a regardé son mari et il a fixé la table. « Il y a quelque chose que nous devons vous dire en premier, » a-t-il dit doucement. Mon mari s'est penché en avant. « Que se passe-t-il? Pourquoi tant de secrets ?» L'homme a pris une profonde inspiration. « Ces 2 dernières années ont été les plus difficiles de nos vies. » J'ai senti ma poitrine se serrer. « Que voulez-vous dire par 2 ans ?» La femme a commencé à pleurer plus fort. « Nous aurions dû vous appeler immédiatement lorsque nous avons découvert l'échange. Mais nous avions peur et nous ne savions pas quoi faire. » La voix de mon mari s'est élevée. « Découvrir l'échange. Quand l'avez-vous découvert ?» L'homme a dit « Il y a 2 ans. » Quand notre fille a eu besoin d'analyse de sang, tout comme la vôtre. C'est là que nous avons réalisé qu'Anna n'était pas biologiquement la nôtre. Je ne pouvais pas y croire. Vous le saviez depuis 2 ans et vous ne nous avez rien dit. La femme sanglotait. Nous allions vous le dire. Nous le voulions, mais ensuite tout est arrivé et nous n'avons tout simplement pas pu gérer cela. Je m'énervais. Je me fiche de vos excuses. Où est Anna en ce moment? L'homme a regardé sa femme, puis nous. Elle n'est pas là. Vous ne pouvez pas la voir. Mon mari s'est levé si vite que sa chaise a fortement raclé. Alors, amenez-nous à elle tout de suite ou nous appelons la police.
le couple s'est regardé et quelque chose s'est passé entre eux qui m'a glacé le sang. « Nous ne pouvons pas faire ça !» a chuchoté la femme en pleurs. J'ai senti mes propres larmes commencer. « Pourquoi pas? Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle va bien ?» La voix de l'homme s'est brisée lorsqu'il a dit « Anna est morte il y a 2 ans. Nous l'avons laissée dans la voiture par une journée chaude. Nous avons oublié qu'elle était là. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Mon mari a émis un son comme s'il avait reçu un coup de poing. L'homme m'a regardé droit dans les yeux. Nous avions tellement peur de vous dire ça. Mais ensuite, nous avons réalisé que vous éviter n'était pas la bonne décision, car vous allez nous rendre Sophie. Nous aurons une 2e chance. Je ne pouvais plus respirer, et la pièce s'est inclinée sur le côté, tandis que la chaise de mon mari raclait en arrière. Il a bondi par-dessus la table vers Edward et j'ai agrippé son bras si fort que mes ongles se sont enfoncés dans sa peau. Edward s'est reculé et Kira s'est recroquevillée si fort qu'elle a failli tomber de sa chaise. Mon esprit ne cessait de crier les mêmes mots encore et encore. Notre fille est morte il y a 2 ans et nous n'avons jamais su qu'elle existait. La voix de mon mari est sortie étouffée et brisée lorsqu'il a dit que nous allions appeler la police immédiatement. Son téléphone était déjà dans sa main et tremblait. Edward a levé les 2 mains comme s'il essayait de calmer un animal sauvage. Il a dit « S'il vous plaît, écoutez juste 1 minute, car nous savons que ce que nous avons fait est impardonnable, mais nous essayons de réparer les choses. » Je tremblais tellement que je pouvais à peine tenir mon propre téléphone. Et je me suis entendu demander comment vous rendre Sophie réparait quoi que ce soit si vous aviez tué notre fille. Les mots semblaient en sortir de la bouche de quelqu'un d'autre. Kira a gémi que c'était un accident et qu'ils vivent en enfer depuis la mort d'Anna. Elle sanglotait si fort qu'elle pouvait à peine prononcer les mots. Mon mari leur a dit qu'ils étaient complètement fous s'ils pensaient qu'un tribunal leur accorderait la garde après ce qu'ils avaient fait à Anna. Sa voix devenait plus forte et les gens aux autres tables commençaient à nous regarder. Edward a dit qu'ils avaient déjà parlé à des avocats qui leur avaient dit que les parents biologiques avaient des droits et que leur erreur n'effaçait pas le fait que Sophie était légalement la leur. J'ai eu l'impression que j'allais vomir sur la table. J'ai réalisé qu'ils étaient vraiment sérieux et qu'ils avaient planifié cela. Je me suis levée si vite que ma chaise a basculé en arrière et a frappé le sol. Je leur ai dit que nous partions tout de suite et que s'ils s'approchèrent de Sophie, nous obtiendrions une ordonnance restrictive. Kira a attrapé mon poignet à travers la table et ses doigts étaient froids et humides à force de pleurer. Elle m'a supplié de comprendre qu'ils voulaient juste récupérer leur fille et qu'ils méritaient une seconde chance après tout ce qu'ils avaient traversé. Mon mari m'a éloignée d'elle et nous nous sommes précipités vers la sortie, tandis que les autres clients nous fixaient. J'entendais toujours Kira pleurer derrière nous et Edward crier que nous aurions des nouvelles de leur avocat. Nous sommes arrivés à notre voiture sur le parking et j'étais tellement en hyperventilation que je ne pouvais pas mettre ma ceinture de sécurité. Mes mains ne cessèrent de trembler et je n'arrêtais pas de voir le visage d'Anna, même si je ne l'avais jamais rencontrée. Mon mari était au téléphone, appelant son frère, qui travaille comme assistant juridique dans un cabinet d'avocats en centre-ville. Je pouvais l'entendre essayer d'expliquer ce qui venait de se passer, mais sa voix continuait de se briser. Il demandait quelle était notre position légale et si les Lane pouvaient réellement faire cela. Son frère a dû parler longtemps, car mon mari est resté là à écouter, la mâchoire de plus en plus serrée. Finalement, il a dit « d'accord » et « merci » et a raccroché. Il m'a dit que son frère disait que nous avions besoin d'un avocat spécialisé en droit de la famille immédiatement, car les revendications des parents biologiques sont vraiment compliquées. J'ai appelé ma sœur Sabine et j'ai à peine pu prononcer 3 mots avant de sangloter trop fort pour parler. Elle a demandé ce qui se passait, où j'étais et si Sophie allait bien. J'ai réussi à lui dire que Sophie allait bien, mais que nous avions besoin d'aide immédiatement. Sabine a dit qu'elle viendrait chez nous tout de suite et qu'elle resterait aussi longtemps que nous en aurions besoin. Elle a dit que Sophie ne pouvait pas nous voir comme ça et que nous devions trouver ce qu'il fallait faire ensuite. Mon mari regardait fixement à travers le pare-brise. La mâchoire si serrée que je pouvais voir les muscles saillir. Je sais qu'il imaginait notre fille biologique mourir seule dans une voiture chaude, tandis que ces gens l'oubliaient. Nous sommes rentrés en voiture et aucun de nous n'a dit un seul mot, car il n'y avait rien à dire qui ait un sens. Alors que nous entrions dans l'allée, j'ai vu le vélo de Sophie allongé sur la pelouse avant où elle l'avait laissé ce matin. J'ai réalisé que nous devions entrer et faire semblant que tout allait bien et était normal. Mon mari m'a serré la main et a dit que nous ne la rendrions pas, quoi qu'il en coûte.
La voiture de Sabine est arrivée 30 minutes plus tard et elle nous a trouvés assis à la table de la cuisine, fixant le vide. Sophie était à l'étage en train de faire ses devoirs et de chanter sur la musique. Elle n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point d'exploser en morceaux. Sabine nous a pris tous les deux dans ses bras et a demandé ce qui s'était passé lors de la réunion. Nous lui avons tout raconté pendant qu'elle était assise, la main sur la bouche. Elle a dit qu'elle emmènerait Sophie chez elle pour une soirée pyjama ce soir afin que nous puissions planifier nos prochaines étapes. Sophie est descendue, excitée par une soirée pyjama inattendue avec sa tante, et n'a pas remarqué nos yeux rouges. Après leur départ, je me suis finalement effondrée complètement sur le sol de la cuisine. Mon mari s'est assis à côté de moi et m'a serrée dans ses bras tandis que je sanglotais pour la fille que nous n'avions jamais pu connaître et la fille que nous pourrions perdre. Il a dit « Nous allons nous battre avec tout ce que nous avons, et les Lane ne s'approcheront jamais de Sophie. » Nous avons passé toute la nuit sur l'ordinateur à faire des recherches sur le droit de la famille et les droits de garde jusqu'à ce que nos yeux se brouillent et brûlent. Tout ce que nous lisions nous effrayait davantage, car les parents biologiques ont réellement un poids légal. Même lorsque d'autres parents élèvent l'enfant toute sa vie, l'échange à l'hôpital crée une situation étrange et unique qui pourrait aller dans n'importe quelle direction, selon le juge que nous aurons. J'ai trouvé des cas où les parents biologiques ont obtenu la garde des années plus tard et des cas où ils l'ont perdue. Il n'y a pas de réponse claire, et cela rendait les choses encore pires. À 3 heures du matin, je me suis retrouvée assise sur le sol de la chambre de Sophie, avec son album de bébé étalé sur mes genoux. Les pages étaient remplies de photos de son premier sourire, de ses premiers pas et de fêtes d'anniversaire où elle soufflait les bougies des gâteaux que j'avais cuisinés. Je pleurais si fort que je pouvais à peine voir les photos. Mon mari m'a trouvée là et s'est assis à côté de moi sans rien dire au début. Il a mis son bras autour de mes épaules et m'a rapprochée. Finalement, il a dit qu'elle est à nous, peu importe ce que dit n'importe quel test ADN, car nous sommes ses vrais parents de toutes les manières importantes. Je sais qu'il a raison, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'un juge pourrait décider. Les tribunaux se soucient de la biologie et du sang, et les Lane ont cela en leur faveur. Mon mari a pris l'album de mes mains et l'a fermé doucement. Il m'a dit que nous avions besoin de dormir un peu, car nous avions la réunion avec l'avocate le matin. Je l'ai suivi jusqu'à notre chambre, mais je n'ai pas dormi du tout. La bataille pour la garde. Le lendemain matin, nous avons rencontré Landra Odom dans son bureau en centre-ville. L'immeuble était vieux avec des planchers qui grinçaient et son bureau sentait le café et le papier. Elle devait avoir la cinquantaine, avec des cheveux gris tirés en chignon et des yeux perçants qui nous observaient attentivement pendant que nous parlions. Le frère de mon mari l'a recommandée parce qu'elle gère des cas complexes de droit de la famille. Nous nous sommes assis devant son bureau et j'ai essayé d'expliquer tout ce qui s'était passé, mais je perdais constamment le fil de ce que je disais. Mon mari a pris le relais et lui a parlé de l'échange à l'hôpital, de la découverte 2 ans trop tard, et des Lane admettant qu'ils avaient tué Anna. Landra a écouté sans interrompre et a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Lorsque nous avons eu terminé, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a dit « C'est l'un des cas les plus compliqués que j'ai jamais rencontrés. Le problème est que nous avons des droits biologiques contre une parentalité établie. Et cela crée un véritable désordre légal qui pourrait aller dans n'importe quelle direction. » Landra a commencé à expliquer le fonctionnement des tribunaux de la famille et j'ai essayé de me concentrer sur ces mots. Elle a dit « Les tribunaux sont censés accorder la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant avant toute autre chose, y compris les droits des parents. Cela devrait jouer en notre faveur, car Sophie ne nous a connus que nous comme ses parents. Mais elle nous a ensuite averti que le lien biologique a un poids sérieux dans les décisions de garde. Les Lane pourraient plaider en faveur d'une transition progressive de la garde où Sophie passerait lentement de notre maison à la leur sur des mois, voire des années. Je me suis sentie malade en l'entendant décrire ces scénarios où ma fille est forcée de vivre avec des étrangers qui ont tué leur dernier enfant. Mon mari s'est approché et m'a serré la main si fort que ça m'a fait mal. Landra a continué à parler d'évaluation psychologique, d'études de foyer et de nomination de tuteurs ad litem. Elle a dit « Nous devons nous préparer à un véritable combat, car les Lane ne vont pas abandonner facilement. » Mon mari s'est penché en avant et a posé la question qui me brûlait l'esprit depuis hier. Il voulait savoir si le fait que les Lane aient tué Anna les disqualifiait en tant que parents pour tout enfant. Landra a secoué lentement la tête et a dit « Ce n'est pas si simple.
Nous aurions besoin de prouver la négligence criminelle dans la mort d'Anna. Et même dans ce cas, cela pourrait ne pas les empêcher de réclamer la garde d'un autre enfant. Elle a expliqué que les tribunaux de la famille et les tribunaux pénaux sont des systèmes distincts avec des normes différentes. Les Lane n'ont jamais été accusés d'aucun crime. Donc légalement, ils sont considérés comme des parents aptes malgré ce qui s'est passé. Landra nous a recommandé de déposer immédiatement une requête en confirmation de garde légale et de nous préparer à une longue bataille. Elle a dit qu'elle pouvait déposer des requêtes d'urgence pour empêcher les Lane de contacter Sophie pendant que nous construisions notre dossier. Quelqu'un a frappé à la porte du bureau et un homme est entré avec 2 tasses de café. Landra l'a présenté comme son mari, Roland, qui gère le travail de défense pénale. Elle lui a demandé de se joindre à nous, car il pourrait être en mesure d'identifier d'éventuelles accusations contre les Lane. Roland s'est assis et a écouté pendant que Landra résumait ce que nous lui avions raconté. Il a hoché la tête et a dit que laisser un enfant dans une voiture, entraînant la mort, est généralement inculpé d'homicide involontaire par véhicule ou de négligence homicide. Mais il a souligné que 2 ans s'étaient écoulés depuis la mort d'Anna. Le délai de prescription et l'absence d'enquête policière à l'époque créent de gros problèmes pour les poursuites maintenant. Il a demandé si nous savions comment le décès avait été officiellement enregistré, et nous avons admis que nous n'en avions aucune idée. J'ai demandé pourquoi les Lane n'avaient pas été inculpés à la mort d'Anna si ce qu'ils avaient fait était un crime. Roland a expliqué qu'ils avaient probablement dit aux médecins et à la police que c'était le syndrome de mort subite du nourrisson ou une autre cause médicale. Sans autopsie ni enquête appropriée, le certificat de décès ne montrerait que des causes naturelles. Il a dit que les parents mentent à propos de ces situations tout le temps parce qu'ils sont terrifiés de perdre leurs autres enfants ou d'aller en prison. Les Lane s'en sont essentiellement tirés après avoir tué notre fille par leur négligence parce que personne n'a posé les bonnes questions il y a 2 ans. Le visage de mon mari est devenu rouge et il a demandé s'il y avait un moyen de les accuser maintenant. Roland a dit que c'était possible, mais difficile parce que les preuves se dégradent avec le temps et les témoins oublient les détails. Il a promis d'enquêter et de voir quelles options existaient. Nous avons passé 1 heure de plus à parcourir la stratégie juridique et à remplir des papiers. Landra a expliqué ses honoraires provisionnels et j'ai vu le solde de notre compte d'épargne chuter à presque rien lorsque mon mari a signé le chèque. Elle a promis de déposer des requêtes d'urgence aujourd'hui pour empêcher les Lane de contacter Sophie pendant que nous construisions notre dossier. Mon mari a demandé combien de temps prendrait tout ce processus du début à la fin. Landra nous a regardés avec sympathie et a dit que les batailles pour la garde peuvent durer des mois, voire des années, selon la détermination des 2 parties. Elle nous a avertis de nous préparer à un marathon, pas à un sprint. Nous devons tout documenter sur la vie de Sophie avec nous, rassembler des témoins de moralité et nous préparer à des inspections de foyer. Les Lane feront de même pour prouver qu'ils méritent la garde. Escalade et confrontation. 3 jours plus tard, je prépare le déjeuner de Sophie lorsque mon téléphone sonne avec le numéro de Landra. Mes mains commencent à trembler avant même que je ne réponde. Elle me dit que les Lane ont engagé leur propre avocat qui vient d'envoyer une lettre de mise en demeure officielle. Ils réclament des droits de parents biologiques et demandent des visites supervisées avec Sophie comme première étape vers la garde partagée. Je dois m'asseoir, car mes jambes ne me soutiennent plus. Je demande à Landra s'ils peuvent vraiment nous forcer à les laisser la voir. Elle dit que pas encore, mais leur avocat menace de demander la garde d'urgence si nous ne coopérons pas avec une introduction progressive. Landra a déjà déposé notre contre-requête, arguant que le bien-être psychologique de Sophie nécessite une stabilité avec sa famille établie. Un juge décidera quel argument l'emportera lors d'une audience prévue la semaine prochaine. Cette nuit-là, après que Sophie se soit couchée, mon mari et moi avons chuchoté dans notre chambre. Il pense que nous devrions dire à Sophie ce qui se passe avant l'audience du tribunal pour qu'elle soit préparée. Je suis terrifiée à l'idée de la traumatiser avec des informations qu'elle est trop jeune pour traiter. Elle n'a que 10 ans, et comment explique-t-on à une enfant que des étrangers veulent l'emmener à cause de la biologie? Mon mari dit qu'elle finira par l'apprendre. Et il vaut mieux que cela vienne de nous que d'un juge ou d'un travailleur social. J'ai recommencé à pleurer parce que je sais qu'il a raison, mais je ne supporte pas l'idée de voir la peur dans ses yeux. Nous nous sommes disputés pendant plus d'1 heure jusqu'à ce que nous arrivions finalement à un compromis. Nous lui dirons que nous gérons des formalités juridiques concernant sa naissance, mais que tout va bien et qu'elle est en sécurité avec nous. Ce n'est pas toute la vérité, mais peut-être que c'est suffisant pour l'instant.
Le lendemain matin, Sophie descend pour le petit déjeuner et s'assied à la table en poussant ses céréales avec sa cuillère. Elle me regarde avec cette expression inquiète et demande si toute cette affaire juridique est due au fait que son groupe sanguin est différent du nôtre. J'ai le ventre noué, car je réalise qu'elle a réfléchi à la visite chez le médecin pendant des semaines et qu'elle a fait des liens que nous ne voulions pas qu'elle fasse tout de suite. Je m'assois à côté d'elle et lui prends la main et lui dis que l'hôpital a fait une erreur quand elle est née, mais que cela ne change rien à notre famille. Elle hoche lentement la tête et dit « D'accord ». Mais je peux voir dans ses yeux qu'elle sait que nous ne lui disons pas tout. Elle demande si tout va vraiment bien, et je lui promets que ce sera le cas, et je lui fais un câlin qui dure trop longtemps. Mon mari regarde depuis le seuil, et je sais que nous pensons tous les deux la même chose, que nous ne pouvons plus garder ce secret très longtemps. La semaine s'éternise, Sophie posant moins de questions, mais nous observant plus attentivement. La nuit précédant l'audience, je ne parviens pas à dormir du tout, et je me retrouve sur le canapé avec mon ordinateur portable à 2 heures du matin. Je cherche des cas de garde d'enfants échangés à la naissance, et je trouve des dizaines d'histoires de familles qui ont découvert des erreurs hospitalières des années plus tard. La plupart d'entre eux ont résolu une sorte d'accord de garde partagée ou de transition progressive qui a permis aux deux familles de rester impliquées dans la vie des enfants. Les parents dans ces cas ont parlé d'honorer à la fois le lien biologique et les liens formés par des années d'éducation d'un enfant, mais aucun de ces cas n'impliquait un enfant mourant parce que ses parents l'avaient oublié dans une voiture chaude. Aucun d'entre eux n'avait des parents essayant de remplacer une fille morte par celle qui était vivante et qu'ils n'avaient jamais connue. Je ferme mon ordinateur portable et regarde le salon sombre en me demandant comment nous nous sommes retrouvés dans une situation sans bons exemples à suivre. L'audience et l'évaluation. Au palais de justice le lendemain matin, mes mains tremblent tellement que je peux à peine m'enregistrer au comptoir de sécurité. Nous rencontrons Landra dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience et elle répète ce à quoi nous devons nous attendre une fois de plus. Puis je vois les Lane marcher vers nous depuis l'autre bout du couloir, et Kira a l'air pire qu'au restaurant. Son visage est pâle et émacié, et elle a des cernes comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Edward marche à côté d'elle, sa main dans son dos, et ils évitent tous les deux de nous regarder. Nous entrons tous dans la salle d'audience, et nous nous asseyons sur des côtés opposés, comme si nous étions des ennemis au lieu de deux familles piégées dans le même cauchemar. La juge entre et c'est cette femme sévère d'une 60aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon serré. Elle demande à tout le monde de s'asseoir et commence à lire le dossier de l'affaire pendant que nous attendons tous en silence. Landra se lève lorsque la juge lui demande de présenter notre position. Elle parle de la vie de famille stable de Sophie avec nous, et de la façon dont nous avons été ses parents pendant 10 ans et comment la lui arracher de la seule famille qu'elle connaisse la traumatiserait. Elle mentionne ensuite l'histoire des Lane et dit qu'ils ont été criminellement négligents envers Anna et que cette histoire prouve qu'ils ne sont pas aptes à être parents d'un enfant. L'avocat des Lane s'y oppose et dit que c'est préjudiciable et sans rapport avec la garde de Sophie. Il fait valoir que les parents biologiques ont des droits fondamentaux et que les Lane ont fait preuve de remords et ont suivi une thérapie. La juge écoute les deux parties sans montrer aucune réaction sur son visage. Lorsque les avocats ont terminé, elle nous regarde tous et dit « C'est clairement une situation compliquée qui nécessite une évaluation minutieuse avant que des décisions de garde ne soient prises. » La juge ordonne une évaluation complète de la garde qui comprendra des études de foyer des deux familles, des évaluations psychologiques de toutes les personnes impliquées et des entretiens avec Sophie. Elle dit qu'un évaluateur nommé par le tribunal passera les 6 à 8 prochaines semaines à recueillir des informations pour aider à déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt de Sophie. Elle accorde ensuite une ordonnance temporaire qui maintient Sophie avec nous pendant l'évaluation, mais exige que nous coopérions pleinement avec toutes les exigences de l'évaluation. L'avocat des Lane se lève et pose des questions sur les droits de visite pendant cette période. La juge secoue la tête et dit qu'il n'y aura pas de visite tant que l'évaluation ne sera pas terminée et qu'elle n'aura pas examiné les conclusions. Kira émet un sanglot silencieux et Edward passe son bras autour d'elle. La juge frappe son marteau et dit que la cour est levée et tout le monde commence à ramasser ses affaires. À l'extérieur de la salle d'audience, Landra explique que l'évaluation de la garde prendra 6 à 8 semaines et que le rapport de l'évaluateur déterminera essentiellement ce que la juge décidera. Elle dit qu'une psychologue nommée Marcella Price a été désignée pour faire l'évaluation
et qu'elle nous contactera dans quelques jours pour planifier des entretiens et des visites à domicile. Je demande si nous devons dire la vérité à Sophie maintenant, et Landra dit que la psychologue l'exigera presque certainement, car elle a besoin d'interroger Sophie, et les enfants peuvent savoir quand les adultes cachent des choses. Mon mari demande comment nous sommes censés expliquer cela à une fille de 10 ans, et Landra dit que Marcella nous aidera à trouver la bonne façon de le faire. Nous rentrons en voiture en silence et je me sens malade, sachant que nous avons 3 jours avant de devoir dire à notre fille que son monde entier est sur le point de changer. Révéler la vérité à Sophie 3 jours plus tard, nous sommes assis dans le bureau de Marcella Price, et elle n'est rien de ce à quoi je m'attendais. Elle est chaleureuse et parle doucement avec des yeux gentils, et elle commence par dire qu'elle sait à quel point cette situation est difficile pour tout le monde. Elle explique que son travail consiste à comprendre les besoins émotionnels et les liens familiaux de Sophie et à déterminer quel arrangement serait le meilleur pour son développement et son bonheur. Elle n'est pas là pour juger qui que ce soit ni prendre parti, mais pour plaider pour ce dont Sophie a besoin. Puis, elle dit quelque chose qui me serre la poitrine. Elle nous dit que Sophie devra connaître la vérité sur l'échange à l'hôpital avant que Marcella ne puisse l'interroger correctement, car les enfants sont incroyablement perspicaces et sentent quand les adultes leur mentent. Si Sophie ne sait pas ce qui se passe, elle ne pourra pas donner de réponse honnête sur ce qu'elle ressent. Je commence à pleurer et Marcella me donne un mouchoir et dit qu'elle nous aidera à planifier comment le dire à Sophie d'une manière qui ne la traumatise pas plus que nécessaire. Marcella passe l'heure suivante à nous aider à déterminer quoi dire et comment le dire. Elle nous recommande de nous concentrer sur l'erreur de l'hôpital et de souligner à quel point nous aimons Sophie tout en évitant les détails sur la mort d'Anna au début. Elle dit que nous devons laisser Sophie poser des questions et y répondre honnêtement, mais d'une manière adaptée à son âge. Mon mari et moi pratiquons la conversation encore et encore dans son bureau jusqu'à ce que nous puissions la parcourir sans nous effondrer complètement. Marcella planifie un moment pour que nous le disions à Sophie le samedi matin à notre domicile, et elle sera là pour apporter son soutien et aider Sophie à gérer ses sentiments. Nous rentrons en voiture et je me sens mal, sachant que nous avons 3 jours avant de devoir dire à notre fille que son monde entier est sur le point de basculer. Le samedi matin arrive trop vite, et Marcella arrive chez nous à 10 heures. Sophie est confuse quant à la raison pour laquelle cette gentille dame est là et pourquoi nous sommes tous assis dans le salon au lieu de regarder des dessins animés. Je prends les mains de Sophie dans les miennes et lui dis que nous devons parler de quelque chose d'important. Ma voix tremble lorsque j'explique que l'hôpital a commis une grosse erreur à sa naissance et l'a accidentellement échangé contre un autre bébé. Je lui dis que cela signifie que nous ne sommes pas biologiquement liés, mais que cela ne change rien à quel point nous l'aimons ou au fait que nous sommes ses vrais parents. Le visage de Sophie passe par cette horrible progression de confusion, puis d'incrédulité, puis de peur pure. Elle retire ses mains et demande si cela signifie que nous ne sommes pas sa vraie maman et son vrai papa. Sa voix devient aiguë et paniquée, et je peux la voir essayer de comprendre ce que cela signifie pour sa vie. Mon mari s'approche et tire Sophie sur ses genoux et la serre fort dans ses bras. Il lui dit que nous sommes absolument ses vrais parents, car nous l'avons aimée et soignée pendant 10 ans, et c'est ce qui fait une famille. Sophie commence à pleurer et demande où sont ses parents biologiques et s'ils la veulent en retour. Je me force à rester calme et je lui dis qu'ils aimeraient la rencontrer un jour, mais qu'en ce moment, tous les adultes essaient de trouver ce qui est le mieux pour tout le monde. Je ne lui dis rien sur la bataille pour la garde, les audiences du tribunal ou le fait qu'ils veulent l'emmener. Marcella se penche en avant sur sa chaise et demande à Sophie avec cette voix douce ce qu'elle ressent en ce moment. Sophie dit qu'elle a peur et est confuse et qu'elle ne comprend pas pourquoi cela se produit. Sophie me regarde, des larmes coulant sur son visage, et demande si elle doit nous quitter et aller vivre avec ses autres personnes. Je lui attrape la main et lui promets que cela n'arrivera jamais et que nous nous battons pour garder notre famille unie, quoi qu'il arrive. Elle demande si nous le promettons, et je dis oui, même si je sais que je ne peux pas vraiment le promettre, car cela dépend d'un juge. Marcella demande à Sophie ce qu'elle ressent à l'idée d'avoir des parents biologiques qu'elle n'a jamais rencontrés, et Sophie dit qu'elle ne veut pas les rencontrer. Car nous sommes sa famille et elle a peur que tout change. Elle demande pourquoi ils la veulent, s'ils ne l'ont même pas élevée. Et je n'ai pas de bonne réponse à cela. Marcella dit à Sophie qu'il est normal d'avoir peur, d'être confuse et en colère, et que tous ses sentiments sont normaux. Elle dit qu'elles parleront davantage dans les semaines à venir et que Sophie peut poser toutes les questions qu'elle veut.
Sophie pleure juste plus fort et enfouit son visage dans la poitrine de mon mari, tandis que je suis assise là, me sentant la pire mère du monde de lui faire subir cela. Le stress de l'évaluation. Les jours suivants ont été horribles, car Sophie ne me laissait pas hors de sa vue pendant plus de quelques minutes. Elle me suivait d'une pièce à l'autre et continuait de demander si nous étions toujours ses vrais parents et si quelqu'un pouvait l'éloigner de nous. Je lui ai dit encore et encore que nous étions ses parents pour toujours et que rien ne changerait cela. Mais je pouvais voir qu'elle ne me croyait pas entièrement. Elle a commencé à faire des cauchemars et se réveillait en pleurant au milieu de la nuit, demandant si nous étions toujours là. Mon mari et moi dormions à tour de rôle sur le sol de sa chambre, juste pour qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour s'endormir. Elle mangeait à peine son dîner, et son professeur a appelé pour dire qu'elle semblait distraite et anxieuse à l'école. Marcella est venue chez nous 2 fois cette semaine pour parler à Sophie seule dans sa chambre pendant que mon mari et moi attendions en bas, nous sentant impuissants. Après la 2e visite, Marcella nous a dit que Sophie montrait des signes de deuil anticipé, ce qui signifiait qu'elle pleurait déjà la perte potentielle de nous, même si rien ne s'était encore produit. Elle a dit que c'était une réponse normale au sentiment que son monde entier pourrait disparaître et que nous devions continuer à la rassurer tout en étant honnêtes au sujet de la situation. J'ai demandé comment nous pouvions être honnêtes sans l'effrayer davantage, et Marcella a dit que nous devrions nous concentrer sur ce que nous faisions pour maintenir la famille unie au lieu de toutes les façons dont elle pouvait s'effondrer. Mon mari a appelé Landra le lendemain et a demandé s'il y avait autre chose que nous pouvions faire pour renforcer notre dossier. Landra a dit que nous devrions engager un détective privé pour enquêter sur les antécédents d'Elaine et trouver tout ce qui pourrait prouver qu'il n'était pas apte à être parent de qui que ce soit. Mon mari a immédiatement accepté et a demandé qui elle recommandait. Elle nous a donné le nom de Duncan Rees et a dit qu'il était un ancien détective de police qui se spécialisait dans les cas de droit de la famille et savait comment trouver des informations qui pouvaient faire ou défaire des batailles pour la garde. Nous avons appelé Duncan cet après-midi-là et il est venu à notre... Absolument. Voici la traduction en français. Il s'est assis à notre table de cuisine avec un carnet et nous a demandé de lui raconter tout ce que nous savions sur les Lane. Nous lui avons expliqué la mort d'Anna, la façon dont il l'avait cachée pendant 2 ans et qu'il voulait maintenant Sophie en remplacement. Duncan a tout noté et a dit qu'il se pencherait sur leurs antécédents professionnels, leur stabilité financière, leur casier judiciaire et ce que leurs voisins pensaient d'eux. Il a dit que les gens laissaient toujours des traces de qui ils étaient vraiment et qu'il était doué pour les trouver. Mon mari a demandé combien de temps cela prendrait et Duncan a dit qu'il aurait des conclusions préliminaires dans environ 2 semaines. L'attente était terrible, car chaque jour, nous craignions que les Lane n'apparaissent et n'essayent d'emmener Sophie ou que le tribunal ne statue soudainement en leur faveur. Sophie n'arrêtait pas de demander pourquoi nous avions l'air inquiets, et j'ai essayé d'agir normalement, mais elle pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Je l'ai emmenée au parc, je lui ai préparé ses repas préférés, et je l'ai aidée à faire ses devoirs comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, je comptais les jours avant que Duncan n'appelle. Résultat de l'enquête de Duncan Rees. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné pendant que je préparais le petit déjeuner. Duncan a demandé si nous pouvions nous retrouver au bureau de Landra cet après-midi-là. Mon estomac s'est noué, car je ne pouvais pas savoir à sa voix s'il avait trouvé de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Nous avons trouvé une babysitter pour Sophie, et nous nous sommes rendus à l'immeuble de Landra en centre-ville. Duncan était déjà là quand nous sommes arrivés, et il avait un épais dossier sur la table de conférence. Landra a fermé la porte, et nous nous sommes tous assis pendant que Duncan ouvrait le dossier et étalait des papiers devant nous. Il a dit que les Lane étaient encore plus instables que nous ne l'avions pensé et qu'il avait trouvé des preuves qui nuiraient sérieusement à leur demande de garde. Il nous a montré des documents prouvant qu'ils avaient déménagé 3 fois au cours des 2 dernières années, partant à chaque fois soudainement sans trop d'avis aux propriétaires ou aux voisins. Kira avait été hospitalisée 2 fois pour des urgences psychiatriques, selon les dossiers hospitaliers qu'il avait obtenus grâce à ses contacts. Edward avait perdu son emploi il y a 6 mois après de multiples avertissements concernant l'absentéisme et un comportement erratique. Ils avaient actuellement 3 mois de retard sur leur loyer et faisaient face à une expulsion de leur maison actuelle. Mon mari s'est penché en avant et a demandé si cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas obtenir la garde. Et Landra a dit que cela aidait considérablement notre cas, mais que nous avions besoin de plus.
Duncan a sorti une autre pile de papier et a dit « C'est là que ça devient vraiment intéressant. » Il avait réussi à obtenir des copies des dossiers médicaux de Kira de son psychiatre grâce à une échappatoire impliquant l'affaire de garde. Les dossiers montraient qu'on lui avait prescrit des médicaments antipsychotiques après la mort d'Anna pour traiter une dépression sévère et des hallucinations. Les notes de son psychiatre décrivaient comment Kira parlait d'Anna comme si elle était toujours en vie et insistait sur le fait qu'elle pouvait entendre sa fille l'appeler. Les médicaments l'avaient aidée pendant un certain temps, mais Kira avait cessé de les prendre il y a environ 1 an, contre avis médical. Son psychiatre avait tenté de la convaincre de reprendre le traitement, mais Kira avait refusé et avait cessé d'assister aux séances de thérapie. Duncan a dit que cela expliquait pourquoi Kira semblait si désespérée de récupérer Sophie. Dans son esprit, elle récupérait Anna. Les dossiers d'emploi d'Edward montraient qu'il avait été renvoyé pour avoir crié sur des collègues et quitté son travail au milieu des quarts de travail sans explication. Son ancien patron avait noté dans son dossier qu'Edward semblait souffrir d'une sorte de crise et lui avait recommandé de chercher de l'aide professionnelle. Je me sentais malade en lisant tout cela, car c'étaient les personnes qui voulaient élever notre fille. Landra a dit que cette preuve était exactement ce dont nous avions besoin pour prouver que les Lane n'étaient pas aptes à être parents de qui que ce soit, surtout d'une enfant qu'ils n'avaient jamais rencontrée et qui était déjà traumatisée par cette situation. Mais elle nous a averti que la maladie mentale, liée au deuil, pouvait en fait amener la juge à sympathiser avec eux, au lieu de les disqualifier en tant que parents. Certains juges croyaient que retirer les droits parentaux en raison de problèmes de santé mentale était discriminatoire, à moins que nous puissions prouver que leur instabilité représentait un danger réel pour Sophie. Mon mari est devenu frustré et a dit « N'était-il pas évident qu'ils étaient dangereux si Kira délirait et qu'Edward avait des accès de violence ?» Landra a dit que nous devions documenter des incidents spécifiques, prouvant qu'ils ne pouvaient pas fournir un environnement sûr, et pas seulement une instabilité générale. Duncan a dit qu'il n'avait pas encore fini et a sorti d'autres papiers. Il avait interrogé les voisins actuels des Lane et 3 personnes différentes avaient déposé des plaintes auprès du CPS, Service de protection de l'enfance, au cours de l'année dernière. Les rapports décrivaient Kira debout dans sa cour, parlant à un enfant imaginaire et déposant des jouets pour personne. Un voisin l'avait vu avoir une conversation complète avec l'air vide et crier le nom d'Anna. Un autre voisin a signalé qu'Edward faisait des crises de cris au milieu de la nuit et avait menacé de se battre avec un autre voisin pour une place de parking. Le CPS avait effectué des contrôles de bien-être après chaque signalement, mais avait classé les cas, car il n'y avait pas d'enfants dans le foyer en danger. Duncan a dit que les rapports du CPS étaient essentiels, car ils montraient un schéma de comportement préoccupant, attesté par plusieurs sources indépendantes. Évaluation psychologique et médiation. Au cours des 2 semaines suivantes, Marcella a terminé son évaluation et nous a convoqués à une réunion pour discuter de ses conclusions. Nous nous sommes assis dans son bureau pendant qu'elle passait en revue ses notes et elle a dit que Sophie était une enfant bien adaptée, avec un développement normal pour son âge. Sophie avait un attachement fort à nous et se sentait en sécurité dans notre foyer et notre structure familiale. Lorsque Marcella a interrogé Sophie sur la rencontre avec les Lane, Sophie avait exprimé une préférence claire pour rester avec nous et une anxiété importante à l'idée de vivre avec des étrangers. Marcella a dit que son rapport recommanderait de maintenir l'accord de garde actuel, car retirer Sophie de notre foyer causerait un grave préjudice psychologique. Un soulagement m'a envahi, mais Marcella a ensuite dit qu'il y avait autre chose dont nous devions discuter. Elle a dit que la douleur des Lane concernant la mort d'Anna était clairement sincère et que leur désir de se connecter avec Sophie provenait d'un traumatisme non résolu plutôt que d'une intention malveillante. Kira luttait contre un deuil compliqué qui avait dégénéré en délire, et Edward était aux prises avec la culpabilité et la dépression qui se manifestaient par de la colère. Marcella avait recommandé dans son rapport que les Lane subissent une thérapie intensive avant que tout contact avec Sophie ne puisse être envisagé. Leur avocat avait accepté l'exigence de thérapie, mais continuait de faire pression pour d'éventuels droits de visite une fois que les Lane seraient plus stables. Mon mari a demandé si cela signifiait que la juge pourrait nous ordonner de les laisser voir Sophie un jour. Et Marcella a dit que c'était possible en fonction de la façon dont les Lane réagiraient au traitement. 4 semaines après le début du processus d'évaluation, Landra a appelé et a dit que l'avocat des Lane avait demandé une session de médiation pour discuter d'éventuels compromis.
Landra semblait sceptique et a dit que la médiation échouait souvent dans des cas aussi chargés émotionnellement, mais que cela pourrait révéler les véritables intentions d'Elaine et pourrait en fait renforcer notre cas s'il disait les mauvaises choses. Nous avons accepté de nous rencontrer avec un médiateur désigné par le tribunal présent pour éviter que les choses ne dégénèrent. Pendant ce temps, Sophie avait commencé à poser plus de questions sur ses parents biologiques et le genre de personnes qu'ils étaient. Je ne voulais pas l'empoisonner contre eux, car cela pourrait se retourner contre nous au tribunal. Mais je ne voulais pas non plus mentir et les faire paraître meilleurs qu'ils ne l'étaient. Je lui ai dit qu'ils traversaient une période très difficile et qu'ils géraient leur propre tristesse d'avoir perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Sophie a demandé si cela signifiait qu'ils étaient de bonnes personnes. Et j'ai dit que je pensais que c'était probablement de bonnes personnes à qui il était arrivé quelque chose de vraiment grave et qui avaient du mal à y faire face. Sophie est restée silencieuse pendant 1 minute, puis a dit qu'elle avait pitié d'eux. Mais elle ne voulait pas vivre avec des gens tristes qui lui étaient étrangers. Elle a demandé si avoir pitié d'eux signifiait qu'elle devait aller vivre avec eux. Et je lui ai promis qu'avoir pitié de quelqu'un ne signifiait pas que vous deviez renoncer à toute votre vie pour lui. La session de médiation a été fixée à la semaine suivante dans un immeuble de bureaux neutre en centre-ville. Landra nous a dit de rester calme et de la laisser faire la majeure partie de la conversation. Mon mari et moi nous y sommes rendus en silence. Car nous savions tous les deux que cela ne mènerait probablement à rien, mais nous devions essayer. La salle de conférence avait une longue table avec des chaises des 2 côtés, et un médiateur attendait déjà lorsque nous sommes arrivés. Les Lane sont arrivés 5 minutes plus tard avec leur avocat. Kira avait l'air différente de ce qu'elle était au restaurant, comme si elle prenait des médicaments qui adoucissaient ses traits et ralentissaient ses mouvements. Edward est entré en premier et s'est assis sans nous regarder. Leur avocat était un homme d'âge moyen dans un costume cher qui s'est présenté et a commencé à expliquer le processus de médiation. La médiatrice était une femme qui a dit que son travail était d'aider les 2 familles à trouver un terrain d'entente et à parvenir à un accord qui servirait les intérêts de tout le monde. J'ai voulu lui dire qu'il n'y avait aucun terrain d'entente entre nous et les personnes qui avaient tué notre fille. Mais Landra m'a serré le bras sous la table. Edward s'est éclairci la gorge et a dit qu'il nous remerciait d'être venus, car c'était difficile pour toutes les personnes impliquées. Il a dit qu'il comprenait que Sophie avait vécu avec nous toute sa vie et qu'il n'essayait pas de bouleverser son monde. Kira a hoché la tête mais n'a pas parlé. Edward a continué et a dit qu'il voulait seulement faire partie de la vie de Sophie en tant que ses parents biologiques. Peut-être commencer par quelques visites supervisées afin que tout le monde puisse apprendre à se connaître. Landra a demandé quel arrangement spécifique ils avaient en tête. Edward a dit peut-être 1 fois par mois au début, juste quelques heures avec un travailleur social présent, puis augmenter progressivement jusqu'à des nuitées après que Sophie se soit sentie à l'aise. Il a dit qu'ils espéraient éventuellement s'orienter vers la garde partagée où Sophie passerait du temps avec les 2 familles. La main de mon mari a claqué sur la table et il a dit absolument non. Sophie avait peur d'eux et forcer le contact lui ferait du mal. Kira a recommencé à pleurer doucement et a dit qu'ils voulaient juste connaître leur fille. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine et je me suis penchée en avant et je leur ai demandé directement pourquoi ils pensaient mériter d'avoir accès à Sophie après avoir tué Anna par leur négligence. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le visage d'Edward a changé et s'est durci tandis que Kira sanglotait plus fort. Leur avocat s'est opposé et a dit que la mort d'Anna était un terrible accident qui n'avait rien à voir avec la situation de garde de Sophie. La médiatrice a tenté de rediriger la conversation, mais j'ai continué. J'ai dit qu'ils avaient laissé notre fille dans une voiture chaude et qu'elle était morte seule et effrayée et qu'ils voulaient maintenant prendre l'enfant que nous avions élevé. La mâchoire d'Edward s'est serrée et Kira s'est couverte le visage de ses mains. Mon mari s'est penché en avant et leur a dit qu'il ne voulait pas vraiment Sophie. Il voulait remplacer Anna et se sentir mieux à propos de ce qu'ils avaient fait. Edward s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Il a crié que nous n'avions aucune idée de ce qu'ils avaient traversé et que nous utilisions la mort d'Anna pour empêcher Sophie de voir ses vrais parents. La médiatrice s'est levée et a demandé une pause avant que les choses ne s'aggravent. Landra nous a fait sortir dans le couloir pendant que les Lane allaient dans l'autre direction. Elle a dit qu'ils venaient de détruire leur propre cas en montrant que leur véritable motivation était le remplacement plutôt qu'une réelle préoccupation parentale. La médiatrice ferait rapport de tout cet échange à la juge et cela prouvait notre argument selon lequel le contact nuirait à Sophie. Mon mari a demandé si nous devions y retourner. Landra a dit non.
La médiation était clairement terminée et nous devions partir. Nous avons quitté le bâtiment et je me suis sentie tremblante, mais aussi soulagée que les Lane aient montré leur vrai visage devant des témoins. Accusation pénale et garde 2 jours plus tard, Roland a appelé le téléphone de mon mari pendant que nous dînions. Il a dit qu'il avait des nouvelles importantes concernant d'éventuelles accusations pénales contre les Lane. Mon mari a mis le téléphone sur haut-parleur et Roland a expliqué qu'il enquêtait sur la mort d'Anna et qu'il avait trouvé un témoin. Un voisin a vu Edward laisser Anna dans la voiture ce jour-là et a appelé la police pour le signaler. Mais le rapport n'a d'une manière ou d'une autre jamais été correctement étudié. Avec ce témoin prêt à témoigner, le procureur pourrait rouvrir l'affaire. J'ai demandé si cela signifiait que les Lane pourraient réellement être accusés d'un crime. Roland a dit oui, potentiellement d'homicide par négligence ou de mise en danger d'enfants, qui sont des crimes graves. Il avait déjà contacté le bureau du procureur et ils étaient intéressés à examiner les preuves. Mon mari a demandé combien de temps cela prendrait et Roland a dit probablement quelques semaines pour qu'ils enquêtent et décident de porter plainte. Le lendemain matin, Roland a rencontré le procureur et a présenté toutes les preuves qu'il avait recueillies sur la mort d'Anna. Le procureur a accepté d'enquêter, mais a averti qu'il serait difficile de s'attaquer à une affaire vieille de 2 ans. Il a dit que le chagrin évident des Lane pourrait amener un jury à les plaindre au lieu de vouloir les punir. Pourtant, même la menace de poursuite pénale pourrait les inciter à retirer leur demande de garde de Sophie. Roland a dit qu'il nous tiendrait informés de la décision du procureur. 3 jours plus tard, Landra a appelé et a dit que l'avocat des Lane l'avait contacté avec une offre. Leurs clients retireraient complètement leur requête en garde si nous acceptions de ne pas engager de poursuite pénale contre eux. Landra lui a dit que nous ne contrôlions pas le bureau du procureur, mais qu'elle nous transmettrait l'offre. Mon mari et moi nous sommes assis à la table de la cuisine ce soir-là, essayant de décider ce que nous voulions. Une partie de moi voulait les voir poursuivis et tenus responsables de ce qu'ils avaient fait à Anna, mais une autre partie de moi voulait juste que ce cauchemar prenne fin pour que notre famille puisse revenir à la normale. Mon mari a dit que nous devions à Anna de faire en sorte que sa mort signifie quelque chose et ne soit pas simplement balayée sous le tapis, mais nous devions aussi à Sophie de la protéger de moi ou d'années de traumatisme juridique pendant qu'un procès pénal s'éternisait. J'ai dit que je ne savais pas quelle fille nous étions censés privilégier lorsque leurs besoins semblaient tirer dans des directions opposées. Nous nous sommes disputés pendant des heures, sans parvenir à une décision. Le lendemain, nous avons rencontré Marcella à son bureau, et elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a demandé comment allait Sophie, et j'ai admis que l'inquiétude de Sophie s'était aggravée parce qu'elle pouvait sentir notre stress. Marcella a dit que c'était exactement ce qu'elle avait craint. Elle a dit que la santé mentale immédiate de Sophie devait être notre priorité absolue pour le moment. Si les Lane retirèrent leur demande de garde, Sophie pourrait commencer à guérir de toute cette perturbation et de cette peur. Mais si nous faisions pression pour des poursuites, le traumatisme s'étendrait sur des mois, voire des années, pendant que l'affaire passait par les tribunaux. Marcella a dit qu'elle comprenait notre désir de justice, mais nous devions penser à ce dont Sophie avait le plus besoin. J'ai demandé si cela signifiait que nous devions simplement laisser les Lane s'en tirer, après avoir tué notre fille. Marcella a dit qu'il ne s'agissait pas de les laisser s'en tirer. Il s'agissait de choisir quelle voie aiderait réellement Sophie par rapport à quelle voie satisferait notre propre besoin de vengeance. Elle a dit que les Lane devraient en vivre avec ce qu'ils ont fait pour le reste de leur vie, qu'ils aillent ou non en prison. Mon mari et moi avons quitté son bureau encore plus confus quant au bon choix à faire. Cette nuit-là, mon mari et moi sommes restés éveillés tard, essayant de décider ce que nous devions à chaque fille. Je n'arrêtais pas de penser à Anna mourant seule dans cette voiture et au fait que les Lane n'avaient jamais été punis pour cela. Mais j'ai aussi pensé à Sophie pleurant pour s'endormir parce qu'elle pouvait sentir notre stress. Mon mari a dit que nous devrions appeler Roland le matin et lui dire d'aller de l'avant avec le soutien à l'enquête du procureur. J'ai accepté parce que peut-être que tenir les Lane responsables nous aiderait à gérer ce qui était arrivé à Anna. Le lendemain matin, j'ai appelé Roland et lui ai expliqué notre décision. Il a dit qu'il comprenait et qu'il contacterait immédiatement le bureau du procureur. Je lui ai dit que nous soutiendrions les poursuites, mais que nous ne pouvions pas y participer activement si cela impliquait d'entraîner Sophie dans des mois de traumatisme. Roland a dit que le procureur pourrait procéder de toute façon sur la base du témoignage des témoins et des preuves de la dissimulation. Mise en accusation et plaidoyer de culpabilité 3 jours plus tard,
Roland a rappelé et a dit que le procureur portait plainte contre les Lane pour homicide par négligence et mise en danger d'enfants. Le grand jury avait examiné les preuves et émis un acte d'accusation. J'ai ressenti cet étrange mélange de soulagement et de culpabilité, car une partie de moi voulait qu'il soit puni, mais une autre partie se sentait mal à l'idée. Mon mari a demandé quand aurait lieu le procès et Roland a dit probablement 6 à 8 mois, car les affaires pénales prennent du temps à se préparer. L'acte d'accusation a tout changé dans notre affaire de garde presque du jour au lendemain. Landra a appelé le jour même et a dit que l'avocat d'Elaine avait retiré sa requête en garde complètement. Elle a dit qu'aucun avocat ne voulait représenter des parents faisant face à des accusations criminelles pour avoir tué un enfant tout en essayant simultanément d'obtenir la garde d'un autre enfant. Les Lane avaient également cessé toutes les tentatives de nous contacter ou de faire des demandes concernant Sophie. Landra préparait déjà les documents pour demander la confirmation de garde permanente et la résiliation des droits parentaux des Lane en se basant sur leur conduite criminelle. Elle a dit que les juges n'accordaient presque jamais la garde à des parents faisant face à des accusations de crimes liés au bien-être des enfants. J'ai demandé si cela signifiait que nous avions gagné, et Landra a dit que nous avions encore besoin de l'ordonnance finale du tribunal. Mais oui, nous allions garder Sophie. Mon mari m'a serré la main de l'autre côté de la table et j'ai commencé à pleurer. Car le cauchemar pouvait vraiment se terminer. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué que mes niveaux de stress diminuaient, et Sophie l'a apparemment remarqué aussi. Elle est entrée dans la cuisine un matin pendant que je préparais le petit déjeuner et a demandé si les problèmes juridiques étaient terminés. Je lui ai dit que nous faisions de très bons progrès et qu'elle était en sécurité avec nous pour toujours. Sophie a semblé soulagée, mais a ensuite demandé si elle aurait un jour à rencontrer ses parents biologiques. Je me suis assise avec elle et lui ai dit « Honnêtement, je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais pour l'instant, elle n'avait pas à s'en soucier. » Elle a demandé s'ils étaient de mauvaises personnes et j'ai eu du mal à répondre. J'ai finalement dit qu'ils avaient commis de très graves erreurs et qu'ils faisaient face aux conséquences de ces choix. Sophie a semblé l'accepter et est retournée à ses céréales. Plus tard dans la journée, elle a demandé si elle pouvait inviter ses amis à une soirée pyjama et j'ai réalisé qu'elle n'avait pas demandé à avoir des amis depuis des mois parce qu'elle était trop anxieuse. Landra a appelé la semaine suivante et a dit que le procès pénal d'Elaine était prévu dans 6 mois. Notre audience de garde attendrait probablement après le verdict, car la juge voulait voir comment l'affaire pénale se déroulerait. Si les Lane étaient condamnés, la résiliation de leurs droits parentaux deviendrait presque automatique. S'ils étaient d'une manière ou d'une autre acquittés, nous devrions plaider leur aptitude en nous basant sur toutes les preuves que Duncan avait recueillies concernant leur santé mentale et leur instabilité. Mon mari a demandé quelles étaient les chances qu'ils soient acquittés, et Landra a dit faible ou nul compte tenu du témoignage des témoins et de leur propre aveu lors de notre session de médiation. Pourtant, nous devions attendre que le procès se déroule avant de pouvoir finaliser définitivement la garde de Sophie. J'ai commencé à voir une conseillère en deuil à cette époque, car j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide pour gérer tout cela. La conseillère s'appelait Dre Sarah Sanchez, et elle était spécialisée dans les situations de deuil compliquées. Je lui ai parlé de la mort d'Anna avant que je ne sache qu'elle existait et d'Elaine essayant de la remplacer par Sophie. La Dre Sanchez m'a aidé à comprendre que je pouvais pleurer la fille que je n'avais jamais connue tout en protégeant la fille que j'élevais. Elle a dit que ce n'étaient pas des loyautés concurrentes, mais des responsabilités parallèles qui méritèrent d'être prises en compte. J'ai assisté à des séances 2 fois par semaine au début, et j'ai progressivement surmonté la colère que je ressentais envers les Lane et la tristesse de n'avoir jamais connu Anna. La Dre Sanchez a dit qu'il était normal de se sentir comme si j'avais laissé Anna tomber, même si je savais logiquement que je n'aurais pas pu empêcher ce qui s'était passé. Elle m'a aidé à séparer ma douleur pour la mort d'Anna de ma peur de perdre Sophie. Mon mari a eu plus de mal que moi avec la colère et les fantasmes de vengeance envers les Lane. Il restait éveillé la nuit à imaginer les confronter ou les faire souffrir comme Anna avait souffert. Je l'ai convaincu de venir à des séances de conseil avec moi et la Dre Sanchez a travaillé avec nous deux pour gérer sa rage. Elle a expliqué que les fantasmes de vengeance étaient normaux, mais que les mettre à exécution ne feraient que nuire à notre famille et donneraient plus de pouvoir aux Lane sur nos vies. Mon mari a progressivement surmonté sa colère pour accepter que nous ne pouvions pas changer ce qui était arrivé à Anna. Nous ne pouvions que contrôler la façon dont nous avancions et la façon dont nous protégions Sophie de tout autre préjudice.
Il a recommencé à mieux dormir et a cessé de consulter obsessionnellement les nouvelles pour des mises à jour sur l'affaire d'Elaine. 3 mois après l'acte d'accusation, Landra a appelé avec des nouvelles inattendues. L'avocat d'Elaine l'avait contacté avec une offre de plaidoyer de culpabilité négociée. Il plaiderait un coupable à des accusations réduites et accepterait la résiliation des droits parentaux à Sophie en échange d'une libération conditionnelle au lieu d'une peine de prison. Le procureur était prêt à accepter cet arrangement pour éviter un procès difficile qui pourrait générer de la sympathie pour les Lane. Landra a dit que l'offre était valable pendant 1 semaine et que nous devions décider si nous la soutenions. La première réaction de mon mari a été la colère, car il voulait les voir aller en prison. J'ai compris ses sentiments, mais j'ai aussi pensé à ce que cela signifierait pour Sophie. Un procès prendrait des semaines et impliquerait des témoignages sur la mort d'Anna qui pourraient devenir publics. Avec un plaidoyer de culpabilité, tout serait réglé rapidement et tranquillement. Nous avons rencontré Landra à son bureau pour discuter des avantages et des inconvénients d'accepter le plaidoyer de culpabilité. Elle a expliqué que c'était en fait le meilleur résultat possible pour notre famille. Les Lane auraient un casier judiciaire qui les suivrait pour toujours. Nous aurions la garde légale exclusive avec leurs droits parentaux définitivement résiliés. Sophie pourrait vraiment commencer à guérir sans la menace d'un procès qui planerait sur nous. Le seul inconvénient était que les Lane ne passeraient pas de temps en prison, mais Landra a dit que les peines de prison dans ces cas étaient souvent courtes de toute façon en raison de leur absence d'antécédents criminels. Mon mari a demandé si nous aurions l'air faibles en acceptant l'accord, et Landra a dit non. Nous aurions l'air de parents qui accordent la priorité au bien-être de leur fille plutôt qu'à la vengeance. Nous avons discuté pendant plus d'1 heure et avons finalement accepté de soutenir le plaidoyer de culpabilité. J'ai appelé Roland après et il a dit qu'il informerait le procureur de notre position. L'audience de plaidoyer de culpabilité a eu lieu 2 semaines plus tard au palais de justice du comté. J'ai décidé d'y assister parce que j'avais besoin de voir les Lane accepter la responsabilité de la mort d'Anna. Mon mari est resté à la maison avec Sophie parce que nous ne voulions pas qu'elle soit près du palais de justice. La salle d'audience était petite et en grande partie vide, à l'exception des avocats et du personnel du tribunal. Les Lane étaient assis à la table de la défense avec leur avocat, et aucun d'eux ne m'a regardé quand je suis entrée. La juge a demandé s'ils comprenaient qu'ils plaidaient coupables d'homicide par négligence et de mise en danger d'enfants. Ils ont tous deux dit oui d'une voix calme. Puis la juge a demandé si Kira voulait faire une déclaration avant la sentence. Kira s'est levée et a lu un bout de papier d'une voix tremblante. Elle a dit qu'elle nous présentait ses excuses, à nous et à Sophie, pour tout ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle savait qu'elle ne méritait pas le pardon, mais qu'elle espérait qu'un jour Sophie comprendrait qu'elle l'avait aimée, même si elle ne s'était jamais rencontrée. Elle a dit qu'accepter la résiliation des droits parentaux était la chose la plus difficile qu'elle ait faite, mais qu'elle savait que c'était la bonne chose à faire. Edward est resté silencieux et de marbre pendant toute l'audience. La juge les a condamnés tous les deux à 5 ans de liberté conditionnelle et leur a ordonné de poursuivre leur traitement en santé mentale. Confirmation de la garde et la fin du cauchemar. Après l'audience, Landra a déposé les documents finaux de garde auprès du tribunal de la famille. La juge a tout examiné et a signé une ordonnance mettant fin aux droits parentaux des Lane et nous confirmant comme les seuls parents légaux de Sophie. Landra a apporté l'ordonnance signée à notre domicile ce soir-là, et nous avons tous célébré cela avec de la glace. Elle a expliqué que nous avions maintenant le choix de raconter à Sophie le résultat ou de la protéger des détails. Mon mari et moi en avons discuté cette nuit-là et avons décidé que Sophie méritait de connaître la résolution en termes appropriés à son âge. Elle vivait dans l'incertitude depuis des mois et avait besoin de savoir que tout était vraiment réglé. Nous le lui dirions le lendemain, lorsque nous serions tous calmes et pourrions répondre correctement à ses questions. Le lendemain matin, nous avons assis Sophie à la table de la cuisine après le petit déjeuner et lui avons dit que l'affaire judiciaire était complètement terminée. Elle nous a regardés avec de grands yeux et a demandé ce que cela signifiait exactement. Je lui ai expliqué que la juge avait signé des documents disant qu'elle était notre fille pour toujours et que rien ne pouvait changer cela. Les épaules de Sophie se sont relâchées et elle a demandé si les autres personnes essaieraient encore de l'emmener. Mon mari a dit non. Ils ont convenu qu'elle devait rester avec nous et qu'ils ne nous contacteraient plus. Elle est restée silencieuse pendant 1 minute, puis a demandé ce qui leur était arrivé et pourquoi ils avaient changé d'avis. Je lui ai dit qu'ils avaient commis de très graves erreurs qui avaient blessé des gens, et que le tribunal avait décidé qu'il était préférable pour tout le monde qu'elle reste dans notre famille.
Sophie a hoché lentement la tête et a dit qu'elle était soulagée, mais aussi un peu triste, et qu'elle ne savait pas pourquoi. Mon mari l'a serrée dans ses bras et lui a dit que c'était normal d'avoir des sentiments mitigés face à des situations compliquées. Elle a demandé si elle les rencontrerait un jour, et j'ai dit honnêtement que je ne le pensais pas, mais que nous répondrions toujours à ces questions à leur sujet. Sophie est montée dans sa chambre et je l'ai entendue fermer doucement la porte. Mon mari et moi nous sommes regardés et nous savions qu'elle avait besoin de temps pour gérer tout cela seule. 2 jours plus tard, Marcella est venue chez nous pour une dernière séance avec Sophie. Elles se sont assises dans le salon, pendant que mon mari et moi restions dans la cuisine, leur donnant de l'intimité. J'entendais la voix de Sophie de temps en temps, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. La séance a duré près d'1 heure, et lorsqu'elles ont terminé, Marcella est venue nous parler pendant que Sophie remontait. Marcella a dit que Sophie gérait bien ses sentiments, mais qu'elle avait du mal avec l'idée d'avoir des parents biologiques, quelque part qu'elle ne connaîtrait jamais. Sophie a dit à Marcella qu'elle était heureuse de rester avec nous, mais se sentait étrange de savoir qu'il y avait des gens liés à elle par le sang. Marcella a dit qu'elle avait normalisé ses sentiments et a expliqué qu'ils pourraient changer à mesure que Sophie grandirait, et que c'était tout à fait normal. Elle a également dit que Sophie avait exprimé une certaine curiosité pour Anna et comment elle était. Marcella a suggéré que nous maintenions une communication ouverte sur les 2 sujets et que nous ne les traitions pas comme des sujets interdits. Mon mari a demandé si Sophie irait bien à long terme et Marcella a dit oui. Les enfants sont remarquablement résilients lorsqu'ils ont des foyers stables et aimants. Elle a recommandé que nous fassions le point avec Sophie régulièrement et que nous fassions peut-être une thérapie familiale dans 6 mois, juste pour nous assurer que tout le monde s'adaptait bien. Guérison et l'héritage d'Anna. 6 mois se sont écoulés et Sophie ressemblait à une enfant différente. Son anxiété a diminué au point qu'elle a cessé d'avoir les cauchemars qui la tourmentaient pendant la bataille pour la garde. Elle dormait toute la nuit la plupart du temps et son appétit était revenu complètement. Elle posait parfois des questions sur ses parents biologiques de nulle part, se demandant à quoi ils ressemblaient ou s'ils avaient les mêmes intérêts qu'elle. Nous répondions honnêtement, sans entrer dans les détails douloureux de la mort d'Anna. Elle a également posé des questions sur le bébé qui avait été échangé avec elle, et nous avons parlé d'Anna en termes généraux, disant qu'elle aurait eu le même âge et qu'elle aurait pu aimer des choses similaires. J'ai toujours veillé à souligner que notre lien en tant que famille n'était pas affaibli par la biologie, et que l'amour construit au fil de 10 ans était réel et durable. Sophie semblait l'accepter et passait généralement à d'autres sujets assez rapidement. Mon mari a remarqué qu'elle était plus confiante à l'école et se faisait de nouveaux amis plus facilement qu'avant. Son professeur a dit que Sophie participait davantage en classe et semblait plus heureuse dans l'ensemble. Je me suis surprise à penser à Anna constamment pendant ces mois. Tard dans la nuit, je restais éveillée à me demander à quoi elle ressemblait et quelle était sa personnalité. Mon mari et moi avons parlé plusieurs fois de visiter sa tombe, mais chaque fois que nous étions sur le point de nous décider, nous reculions devant l'idée. C'était trop douloureux d'affronter la réalité de sa mort d'une manière aussi concrète. Un samedi après-midi, nous travaillions dans la cour arrière et mon mari a suggéré que nous plantions un arbre à la mémoire d'Anna à sa place. J'ai immédiatement adoré l'idée parce que cela donnait l'impression de créer quelque chose de vivant et de grandissant au lieu de se concentrer sur la mort. Nous sommes allés à la pépinière et avons choisi un jeune érable avec des feuilles vert vif. Ce soir-là, nous avons creusé un trou dans le coin de la cour où il recevrait un bon ensoleillement. Sophie est sortie et a demandé ce que nous faisions. Mon mari lui a dit que nous plantions un arbre pour sa sœur Anna, qu'elle n'avait jamais connue. Sophie est restée là à nous regarder travailler et n'a rien dit pendant un moment. Après avoir fini de planter et d'arroser l'arbre, elle a demandé si elle pouvait aider à s'en occuper. Nous avons dit bien sûr, et nous nous sommes tenus tous les 3 à regarder le petit arbre ensemble. Intégration et acceptation. Quelques semaines après avoir planté l'arbre d'Anna, Sophie nous a surpris au dîner en demandant si elle pouvait écrire une lettre à Anna. Mon mari et moi avons échangé des regards, et j'ai demandé ce qu'elle voulait dire dans la lettre. Sophie a dit qu'elle voulait raconter à Anna sa vie et ce qu'elles auraient pu faire ensemble si les choses avaient été différentes. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues, et j'ai dit que c'était une belle idée. Ce soir-là, Sophie s'est assise à la table de la cuisine avec du papier et des crayons de couleur pendant que nous l'aidions à écrire. Elle a décrit son école, ses amis et ses activités préférées.
Elle a écrit sur nos traditions familiales et les voyages que nous avions faits ensemble. Elle a dit qu'elle aurait aimé qu'elles soient des sœurs qui grandissent et jouent ensemble. Elle a dessiné des images de notre maison dans la cour arrière avec l'arbre d'Anna. Quand elle a eu fini, elle a soigneusement plié la lettre et a demandé ce que nous devions en faire. Mon mari a trouvé une petite boîte en bois dans le garage et nous avons mis la lettre à l'intérieur avec une photo de notre famille. Le lendemain, nous avons eu une petite cérémonie sous l'arbre d'Anna, juste nous trois. Nous avons creusé un trou près des racines et y avons enterré la boîte. Sophie a dit quelques mots sur l'espoir qu'Anna soit en paix où qu'elle soit. J'ai ajouté que nous nous souviendrions toujours d'elle et que nous garderions sa mémoire vivante à travers l'arbre. Mon mari a dit qu'Anna aurait adoré avoir Sophie comme sœur. 1 an après que nous ayons appris l'échange à l'hôpital, notre famille se sentait complètement différente de ce qu'elle avait ressenti pendant ces mois horribles d'incertitude. Sophie comprenait son histoire d'origine compliquée et l'avait gérée d'une manière saine qui ne définissait pas toute son identité. Elle savait qu'elle avait été échangée à la naissance et qu'elle avait des parents biologiques qu'elle ne rencontrerait jamais, mais elle se sentait en sécurité dans notre amour et notre engagement. Nous avions tous les trois appris que la famille est quelque chose qui se construit à travers des années de soins quotidiens et pas seulement quelque chose déterminé par un lien génétique. Nous avons célébré l'anniversaire en silence sans trop en faire. Sophie semblait à peine se souvenir de la date exacte, ce qui nous disait qu'elle avait vraiment dépassé le traumatisme. Mon mari et moi étions reconnaissants d'avoir lutté si durement pour garder notre famille unie et d'avoir pris les bonnes décisions, même lorsque tout semblait impossible. Presque au même moment, Landra a appelé pour nous dire que les Lane avaient terminé leur libération conditionnelle avec succès. Elle a dit qu'ils avaient déménagé dans un autre État pour prendre un nouveau départ dans un nouvel endroit. Kira était apparemment sous thérapie intensive, travaillant sur son chagrin et sa culpabilité concernant la mort d'Anna. Edward avait trouvé un nouvel emploi et ils essayèrent de reconstruire leur vie séparément de la tragédie qui les avait définis pendant si longtemps. Landra a demandé si nous voulions leurs coordonnées au cas où Sophie voudrait un jour les contacter lorsqu'elle serait adulte. Mon mari et moi en avons discuté et avons décidé de conserver les informations en lieu sûr, mais de ne pas les partager avec Sophie à moins qu'elle ne le demande spécifiquement une fois adulte. Nous ne souhaitions aucun mal aux Lane, ni ne voulions qu'ils souffrent pour toujours. Mais nous étions soulagés qu'ils ne fassent plus partie de nos vies, ni ne menacent la stabilité de notre famille. Leur chapitre dans notre histoire était clos, et nous pouvions enfin avancer complètement. Lorsque Sophie est entrée au lycée cet automne-là, elle semblait avoir pleinement intégré son histoire d'origine dans son sens d'elle-même, sans la laisser définir qui elle était. Elle a raconté à quelques amis proches qu'elle avait été échangée à la naissance, et ils ont trouvé cela fascinant plutôt qu'étrange ou traumatisant. Une amie lui a posé une tonne de questions sur ce qu'elle avait ressenti en l'apprenant, et Sophie a répondu naturellement sans s'émouvoir. Sa résilience m'a étonnée et a confirmé que nous avions pris les bonnes décisions tout au long de la crise. Elle a rejoint le journal de l'école et a écrit un essai sur la famille que son professeur a loué pour sa maturité. Sophie s'épanouissait d'une manière qui semblait impossible pendant ces mois sombres de la bataille pour la garde. Mon mari et moi avons décidé de renouveler nos vœux de mariage à notre anniversaire cette année-là. Nous étions mariés depuis 15 ans et nous voulions marquer l'occasion d'une manière significative qui inclurait Sophie. Nous avons planifié une petite cérémonie dans notre cour arrière sous l'arbre d'Anna, qui avait grandi plus haut et plus touffu au cours de l'année dernière. Nous n'avons invité que nos parents les plus proches et quelques amis. Pendant la cérémonie, nous avons échangé des vœux, non seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers Sophie. Mon mari a promis d'être toujours son père, quelle que soit la biologie, et de la soutenir dans chaque défi que la vie apporterait. J'ai promis de l'aimer inconditionnellement et de l'aider à devenir la personne qu'elle était censée être. Puis Sophie a lu un poème qu'elle avait écrit elle-même sur la façon dont l'amour est plus fort que l'ADN et que la famille se construit à travers des expériences partagées et non une génétique partagée. Tout le monde pleurait quand elle a fini et j'ai été submergée de gratitude pour notre famille et tout ce que nous avions traversé ensemble. Plaidoyer et perspective d'avenir. Après la cérémonie, nous avons mangé du gâteau et Sophie a couru jouer avec ses cousins comme n'importe quel enfant heureuse normale. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une organisation de soutien pour les familles touchées par des erreurs hospitalières et des situations d'échange à la naissance, quelques mois après le renouvellement de nos vœux. Partager notre expérience avec d'autres familles traversant des crises similaires
a aidé à donner un sens à tout ce que nous avions enduré. J'ai parlé avec des parents qui venaient de découvrir des échanges et je les ai aidés à naviguer dans les complexités émotionnelles et juridiques. Certaines situations impliquaient des familles qui voulaient maintenir des relations avec les deux enfants, tandis que d'autres étaient plus litigieuses comme la nôtre. Mon mari s'est joint à moi dans le travail de plaidoyer, axé sur l'amélioration des procédures d'identification hospitalière pour prévenir de futurs échanges. Nous avons témoigné lors d'audiences législatives d'État sur la nécessité de meilleurs protocoles et systèmes de suivi. Le travail nous a semblé important et nous a aidés à canaliser notre colère et notre douleur dans quelque chose de constructif qui pourrait protéger d'autres familles de traverser ce que nous avons vécu. Sophie est rentrée de l'école un après-midi, environ 6 mois après le renouvellement de nos vœux, et a demandé si elle pouvait faire son projet de récit personnel de 8e année sur le fait d'avoir été échangée à la naissance. Mon mari et moi nous sommes assis avec elle à la table de la cuisine pour discuter de ce qu'elle était à l'aise de partager publiquement. Elle a expliqué qu'elle voulait écrire sur la façon dont les liens familiaux comptent plus que la biologie et sur la façon dont l'amour peut surmonter des situations vraiment difficiles. Nous lui avons demandé si elle était sûre de vouloir que ses pères connaissent des détails aussi personnels sur notre famille, et elle a dit oui, que cela pourrait aider d'autres enfants qui se sentaient différents ou avaient des histoires familiales compliquées. Elle a passé 2 semaines à travailler sur l'essai et nous a montré des brouillons pendant qu'elle affinait son message sur la famille choisie par rapport aux liens biologiques. Son professeur m'a appelé après avoir lu la version finale et a dit que la maturité de Sophie dans la gestion d'un sujet aussi complexe était remarquable pour quelqu'un de son âge. L'essai a obtenu les meilleures notes et Sophie l'a présenté à sa classe avec une confiance qui m'a rendue incroyablement fière. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette horrible réunion au restaurant où nous avions appris la mort d'Anna et la demande de garde d'Elaine. Notre famille avait survécu à quelque chose qui aurait pu nous détruire. Mais au lieu de cela, nous sommes devenus plus forts et plus connectés. Sophie s'épanouissait à l'école avec de bons amis et des relations saines. Mon mari et moi avions géré notre chagrin pour Anna grâce à un conseil continu et avions trouvé la paix en aimant une fille que nous n'avions jamais pu connaître. Les documents juridiques se trouvent dans notre classeur comme preuve que personne ne pourrait plus jamais menacer notre famille. Nous avons construit une vie qui reconnaissait notre histoire compliquée sans la laisser définir notre avenir. Sophie connaissait son histoire d'origine et l'avait intégrée dans son identité de manière saine. La vie nous a donné une situation impossible avec des pertes, des batailles juridiques et de la douleur, mais nous avons trouvé notre chemin de l'autre côté ensemble. Et c'est la fin du récit d'aujourd'hui. J'aime quand les histoires ont quelque chose que vous pouvez vraiment emporter avec vous. Si celle-ci l'a fait, je suis content que vous soyez restés.